Allez, allons-y. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer par présenter l'agenda de cette présentation. Donc, on va commencer par une introduction. Dans cette introduction, on va parler, on va citer quelques, on va pas toutes les citer, on va citer quelques problématiques auxquelles font face les différents métiers lors du développement d'un dispositif médical. Ensuite, on va présenter les fonctionnalités PLM, donc qui vont être des solutions aux problématiques précédemment présentées. Ensuite, donc, on passe à la synthèse et on finira donc par présenter l'offre de service ADN. Alors, on va commencer par une petite introduction, donc l'histoire d'ADN et du PLM. Donc, ça a commencé en 2006, donc avec le Requirement Management sur Doors. Ensuite, en 2011, il y a eu le début du partenariat avec Dassault Systèmes, donc pour toujours la partie ingénierie des exigences avec Rectify. En 2014, donc on a commencé à s'intéresser à la partie donc dispositif médical du PLM, donc qui est le License to Cure dans la 3D Experience, donc le PLM de Dassault Systèmes. Et donc en 2020, finalement en 2020, donc il y a eu la suspension du partenariat avec Dassault Systèmes et donc on s'est plutôt repositionné sur l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, donc jusqu'à présent, où donc on aide nos clients dans leur transition vers le PLM, mais aussi donc on les aide aussi donc on aide les clients qui ont déjà un PLM à donc valoriser leur PLM et on aide aussi donc les intégrateurs à bien connaître les différents processus. Voilà. Donc ici, on va citer quelques normes et réglementations auxquelles font face les développeurs du dispositif médical et on verra donc par la suite comment est-ce que le PLM va faciliter le respect de ces dernières. Donc on a donc bien sûr le 21 CFR part 11 et l'ISO 13485, donc avec les design control pour le 21 CFR part 11 avec ces différentes parties. Ensuite, on a bien sûr la signature électronique avec le 21 CFR part 11, la gestion des risques pour le dispositif médical, donc la ISO 14971, et donc au final, donc le développement d'un logiciel pour le dispositif médical, donc c'est à 62-304. Voilà, donc là, on va commencer donc par citer quelques problématiques auxquelles font face les développeurs de dispositifs médicaux. Donc, on a donc nos différents métiers. Donc, on a le requirement manager, l'ingénieur de conception et le chef de projet. Donc, chacun travaille sur sa propre solution standalone. Je donne un exemple, par exemple, le requirement manager, peut-être qu'il travaille sur Excel, l'ingénieur de conception qui travaille sur son SolidWorks et avec le chef de projet qui travaille avec, je sais pas, Microsoft Project, etc. Donc, c'est des solutions complètement séparées qui ne sont pas connectées entre elles. On a donc les différentes problématiques auxquelles font face ces différents acteurs. Donc, on a le Requirement Manager qui met à jour son Excel et qui doit l'envoyer manuellement à chaque collaborateur. On a donc le chef de projet qui n'est pas sûr qu'il a la bonne version du livrable parce que voilà, chaque version c'est un fichier individuel. Et on a donc l'ingénieur de conception qui met à jour, qui doit aller chercher une spécification d'exigence qui n'est même pas sûr que c'est la bonne version, il doit poser des questions, etc. Et ça lui prend trop de temps. Donc, par contre, ça c'est lorsqu'ils sont sur leur solution standalone. Par contre, donc ça c'est le monde idéal, donc lorsqu'ils sont tous sur leur solution PLM, donc ils travaillent tous sur la même plateforme. Lorsque le Requirement Manager, par exemple, il met à jour sa spécification, les modifications sur sa spécification, donc l'update de sa spécification, elles sont automatiquement partagées. Donc aussi la même chose pour l'ingénieur de conception. Donc lorsqu'il va mettre à jour sa pièce 3D, il pourra donc sur la même plateforme, sur la solution PLM, aller lier donc sa pièce CAO à une exigence créée par le Requirement Manager sur bien sûr sa solution connectée qui est SolidWorks qui est connectée donc à son PLM. Et le chef de projet donc il pourra donc directement voir l'avancée de ses collaborateurs, de leurs tâches, de leurs livrables sur le PLM aussi, grâce au module de gestion de projet. Voilà.
Donc, on commence par les problématiques auxquelles font face les, les requirement managers. Donc, on a un autre requirement manager qui a sa spécification d'exigence sur Excel. Il travaille dessus. On a une personne du marketing qui a une idée géniale qui veut ajouter donc une exigence dans cette spécification Excel. On a aussi donc plusieurs autres collaborateurs qui veulent rajouter tous donc une exigence. Donc ils doivent contacter le requirement manager, faire des réunions avec lui et lui-même donc il va ajouter ses exigences. Mais on a aussi une autre possibilité, c'est que un autre requirement manager qui va venir mettre à jour lui-même cette spécification d'exigence. Là, on a plusieurs personnes qui viennent mettre à jour la même spécification. Donc ça va créer, c'est chronophage. Donc toutes ces communications juste pour ajouter des exigences, c'est chronophage. Et bien sûr, on a un suivi de modifications fastidieux parce que donc la deuxième personne, elle est venue, elle a touché à ma spécification, mais je n'ai pas d'historique. Donc sauf si elle a eu la bonne idée d'aller écrire manuellement donc dans la page de garde qu'elle a rajouté une modification. Ensuite, donc, on a aussi donc les différentes questions qui se posent, c'est est-ce que les besoins utilisateurs ont été décomposés en cas d'utilisation? Est-ce que les fonctions implémentent, quelles fonctions implémentent quel cas d'utilisation? Est-ce que toutes les exigences sont couvertes par un plan de test, donc un essai? Donc, toute cette partie traçabilité, c'est vraiment manuel. Peut-être que les cas de test sont dans un autre fichier Excel, etc. Voilà, donc on n'a pas cette traçabilité de bout en bout. On passe ensuite Alors à ce propos-là, on a un petit sondage. Attendez, juste, tu peux revenir, Ania? Oui. Donc, on va vous parler sur les cas de test, si vous voulez bien répondre. Oui, bien sûr. On a un sondage. Bon, à condition que vous ayez un outil de gestion des exigences, hein, mais voilà. Alors c'est vrai que ce que l'on voit, ce que l'on constate, c'est que bon, même si avec le Covid a été comme un booster pour la digitalisation des entreprises, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites entre guillemets manuellement ou en tout cas avec des fichiers Excel. Et si tout le monde pouvait voter, on aurait un échantillon un peu plus représentatif. Voilà, on est à 75%, alors ça serait bien pour des élections, voilà, on est presque à 90%, si tout le monde pouvait voter. Et je vais partager le résultat. Je vais fermer le sondage et je vais partager le résultat. Voilà, donc d'une manière non surprenante, on voit bien que la gestion des plans de test hein, est quelque chose qui est encore voilà, assez déconnecté. Voilà, on sent qu'il y a une marge de progrès là-dessus. Hein. Bon, c'est l'intérêt d'outils de gestion des exigences. Hein. Mais évidemment, l'objectif ici, ça va être de connecter l'ensemble, puisqu'on a tout un ensemble de parties prenantes qui est quand même sur des produits qui deviennent de plus en plus complexes, un nombre de parties prenantes qui ne cesse d'augmenter et de s'ouvrir au partenariat, à la sous-traitance. Okay. Donc, merci. Donc, pour ce qui est de l'ingénierie du produit, donc là, on passe aux problématiques auxquelles font face les ingénieurs conception. On a notre ingénieur de conception donc, qui travaille sur une spécification d'exigence d'une certaine version. Donc là, c'est la version 1. Il a aussi de l'autre côté sa matrice d'allocation dans un autre document. Il travaille aussi donc sur une certaine version de sa pièce, de son produit. Il se demande toujours, donc il y a toujours cette problématique de partout, est-ce que j'utilise la bonne version de la spécification? Parce que voilà, c'est des fichiers Excel, je suis pas sûre que la personne qui a mis à jour, elle a partagé la mise à jour. Là, le requirement manager lui dit que non, en fait, il y a une V2 qui est disponible. Donc, heureusement qu'il n'a pas commencé à travailler sur la V1. Donc maintenant, OK, l'ingénieur conception, il se dit quoi? Il se dit, la spécification, elle a changé. Quels sont les composants du produit qui sont impactés? Donc, il faudra faire une analyse d'impact qui sera manuelle ou semi-automatique. Donc, ça va être chronophage. Il va mettre, bon, c'est bon, maintenant, il a fini son travail. Il va mettre à jour sa pièce. Donc, elle est en version 1.3. Donc, ces deux versions vont coexister.
et il sera même pas sûr que voilà, il est en train d'utiliser la bonne version. Donc la gestion des versions des documents et des pièces, ça va aussi donc lui prendre beaucoup de temps. Passons ensuite à Philippe, donc on a oui un autre sondage. Anya, oui. Le petit sondage, ouais, sur la gestion des exigences et la structure produit. Si vous voulez bien répondre aussi les uns les autres. N'hésitez pas à voter. Ok, on va donc fermer le sondage et le partager. Voilà, donc là on a bien, comment dire, c'est un peu logique, hein, une association. Hein. Après, est-ce que ça s'est fait manuellement ou est-ce que c'est fait d'une manière automatisée avec un PLM? Bon, ça serait peut-être une autre question qu'on aura peut-être l'occasion de voir par la suite. Je te laisse continuer, Anya. Okay. Ensuite, on passe aux problématiques auxquelles fait face un chef de projet. Donc, on a notre chef de projet qui se demande, bien sûr, est-ce qu'on est dans les temps pour tout ce qui est donc mise à jour de spécifications, mise à jour de CAO. Donc, ce qui n'est pas toujours le cas. Il se demande aussi donc est-ce que il a la bonne version du livrable pour le livrer. Donc, ce qui va engendrer donc du retard parce que toute cette gestion va être manuelle, donc il est obligé d'aller demander à tous ses collaborateurs donc est-ce qu'ils ont fini de faire leur mise à jour, et voilà, parce que rien n'est lié à une gestion de projet, rien n'est lié à des tâches, etc. Voilà. Donc maintenant on va présenter les fonctionnalités du PLM donc qui vont faciliter la vie aux différents personnages qu'on a vus tout à l'heure. Donc, on va commencer par la partie idéation, donc design input. Ensuite, on va passer à la gestion de projet avec un accent donc sur le DHF surtout plutôt que le DMR. Ensuite, on va voir la partie ingénierie des exigences, donc comment on gère les exigences dans un PLM. Ensuite, la gestion des risques avec l'ISO 14971. Ensuite, on va voir comment on va signer électroniquement donc dans un PLM une spécification d'exigence par exemple. On passe ensuite à la traçabilité, donc on va voir comment est-ce que le PLM va nous permettre d'avoir vraiment une traçabilité de bout en bout. L'ingénierie de production, donc Cyril va nous présenter comment se présente l'ingénierie de production dans un PLM, et on va finir donc par la partie change management. Voilà, donc là on commence. Oui. On va peut-être juste lancer un petit sondage sur la gestion de projet juste avant. Voilà, si vous voulez bien y répondre les uns les autres. Voilà, donc on a un bon taux de participation. On va donc partager le résultat. Voilà, donc effectivement, en termes de process, hein, c'est indiqué par la norme, on a bien une connexion qui est inévitable, hein, ne serait-ce que parce que le process de DHF, de design control, il est quand même bien normalisé, bien cadré. Mais on voit que il y a quand même une marge de progression chez certains. Voilà. Après, bon, il faudrait voir comment c'est connecté exactement, mais voilà, en tout cas, c'est sûr que la norme, c'est ce qu'elle recommande, ou c'est ce qu'elle exige plutôt. Hein. Okay. C'est bon, Philippe? Oui, je continue. Normalement, j'ai fermé le sondage. Ouais. D'accord, ok. Donc là, on va commencer donc avec la première fonctionnalité du PLM. On va voir la partie collaboration. On va commencer par le process d'idéation. Donc là, je vais présenter ce qu'on appelle 3D Swim.
Donc, c'est un module sur la 3D expérience, donc le PLM d'Asso Systèmes. On va voir donc comment se passe le process d'idéation dans ce PLM. On va voir comment on va lancer une idée. Donc là, on a donc Jennifer qui est en train de voir une pièce 3D grâce à une visionneuse 3D. Donc, elle n'a pas besoin Jennifer n'a pas besoin d'avoir quoi que ce soit d'installé sur son PC. Donc, directement sur son navigateur, sur son PLM, elle peut donc visionner un produit ou une pièce, etc. en 3D. Donc là, Jennifer, elle a une idée. Elle veut donc ajouter des roues à ce ventilateur-là. Donc, elle écrit donc son idée sur la 3D, elle la place là où elle veut. Donc, sur cette visionneuse, donc on peut prendre des mesures, on peut prendre des screenshots, etc. Donc, Jennifer, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un screenshot, elle dit, voilà, ça, je prends ça comme idée. Elle donne un titre à son idée, elle va donner donc une description. Et elle va donc publier son idée. Donc, on va voir, en fait, c'est une sorte de 3D Sum, c'est comme aussi une sorte de Facebook où on peut partager donc des publications, des wikis, etc. Donc là, Jennifer, elle a partagé son idée. Donc, son collaborateur, donc Stéphane, il a dit, OK, c'est une très bonne idée. Qu'est-ce qu'elle va faire, Jennifer? Donc, cette idée, donc c'est un objet dans le PLM qui a son propre cycle de vie. Donc, elle va donc la passer directement en développement. Donc, elle va changer le cycle de vie de cette idée et elle va la passer en développement. Elle va partager ça. Et ensuite, donc, elle va transférer cette idée. Donc là, on voit qu'elle a sélectionné le ventilateur. C'est quoi le ventilateur? Donc c'est un espace, on va dire c'est un projet. Elle va partager ça sur le projet ventilateur en tant que requirement. Donc c'était une idée. Cette idée a été acceptée. On a fait avancer cette idée dans son cycle de vie et on va la partager donc en tant que requirement, en tant qu'exigence dans notre projet ventilateur. Donc directement, cette idée s'est transformée en objet de type exigence. Donc on va cliquer sur l'exigence et on va donc voir, donc ça c'est le titre que Jennifer a mis et donc le contenu c'est la description qu'elle avait ajoutée. Voilà. Et donc voilà, pardon, donc on retrouve bien donc l'image avec la petite remarque qu'elle avait inscrite en rouge. Ensuite, donc on passe à la partie test. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Jennifer? Donc, elle a lié donc un test case à son exigence, et on voit donc bien les différents indicateurs donc qui représentent donc les états des tests, des exécutions de tests. Donc là, on voit que c'est 0, 0, 0. Donc là, le premier 0, ça veut dire qu'il y a 0 tests qui ont été lancés, 0 tests qui ont été validés, 0 tests qui ont été failed, et donc un test qui a été réussi. Voilà. Donc on a vraiment, donc on peut rattacher dans le PLM, donc on peut rattacher des test cases et les exécuter donc par rapport à nos exigences. Donc ça c'était pour la partie collaboration. On passe ensuite à la gestion de projet. Donc là vraiment la vidéo va plutôt se concentrer donc un peu donc sur la partie gestion de projet. Alors, je voudrais juste Ania, si on peut rester sur la partie idéation. Bien sûr, parce qu'effectivement, c'est aujourd'hui un enjeu pour les entreprises de faciliter la communication avec le marketing ou avec les product owners. Et notre mission, en fait, c'est d'essayer d'aider nos clients à voir des possibilités par rapport à aux axes d'amélioration qu'ils ont, parce que tout le monde se pose la question de comment je communique, comment le marketing communique à la R&D, comment la R&D communique au niveau du marketing, est-ce que le marketing c'est écrire des requirements, oui, non, enfin bon bref. Donc là, ce que vous a montré Ania, c'est un axe alors, qui existe sur tous les PLM. Donc là, vous allez avoir plusieurs exemples de PLM. Donc là, on a pris, bon, là, pour le démarrage, on a pris celui de la 3D expérience. Mais sur tous les PLM, vous allez avoir un module qui va permettre de gérer ce processus d'idéation et d'adresser cet enjeu de communication entre le marketing et les équipes de R&D. Voilà. C'est juste cette parenthèse que je voulais, comment dire, ouvrir.
Et donc, une fois qu'on a ça, il faut passer à la gestion de projet parce qu'une fois qu'on s'est mis d'accord avec le marketing, le produit, il faut le développer. Ou parfois le marketing dit on développe pas tout, on fait une variante, je dirais, du produit ou de la ligne de produit. Ça peut arriver. Mais à un moment donné, un autre, effectivement, il faut passer à la gestion de projet. À toi, Ania. Merci Philippe. Donc là, je vais présenter la gestion de projet sur Minerva PLM. Donc là, on va beaucoup plus mettre l'accent sur le DHF dans cette vidéo. Là, on sait. Donc là, on est sur Minerva PLM. Donc là, on a plusieurs projets. On sélectionne notre Medical Device Project. On voit donc que dans notre projet, on a donc différentes phases. Donc, il est composé de différentes phases. Donc, on les voit bien, donc faisabilité, régulatory, conception, etc. Donc, dans nos phases, donc si on développe là, par exemple, une des phases, donc là, on va développer la partie régulatory. Donc, on voit bien que voilà, on a plusieurs tâches dans cette phase. Ces tâches-là, donc, sont liées dans le PLM à un livrable. Pardon. Donc, on voit bien que déjà, on a des retours qualité. Donc là, par exemple, il nous dit que toutes nos tâches donc, sont en retard de 189 jours. Donc, comme j'ai dit, toutes nos tâches sont liées à des livrables. Et donc, ces livrables, comment est-ce qu'on va passer donc ces jalons? C'est soit on livre dès qu'on passe le livrable en released, ou bien si la personne donc qui a donc ajouté le livrable qui va venir dire c'est bon, on va passer le jalon, ou bien on va utiliser ce qu'on appelle donc une gate pour dire voilà, j'ai fini. Donc il y a plusieurs possibilités pour dire voilà, j'ai fini ma tâche. Donc soit je release le livrable, soit je dis moi-même donc que j'ai fini, ou bien je passe donc une gate. On va passer donc ensuite à la partie DHF. Donc automatiquement, dès que je vais finir mon livrable, donc dès que je passe la gate ou dès que je dis que je l'ai fini ou dès que je l'approuve, automatiquement donc mon livrable va aller se mettre dans un dossier. Donc ce dossier-là, ça sera le DHF. Donc il n'est pas possible d'aller ajouter directement un document dans le DHF. Donc il faut l'ajouter dans une tâche, valider cette tâche et automatiquement donc ce document-là va aller se mettre dans le DHF. Donc, on voit bien que tous ces documents-là qu'on est en train de voir, ils vont automatiquement aller se mettre dans Regulatory Files, dans on va appeler ça un sous-dossier qui s'appelle Regulatory Files du DHF. Parce que, bien sûr, on est dans la phase Regulatory. Voilà. Ensuite, donc là, on est passé. Donc tout à l'heure, on était dans la partie projet, donc gestion de projet avec les phases et les tâches. Donc là, on est plutôt dans ce dont je parlais tout à l'heure, donc le DHF. Donc on voit bien donc comment est décomposé notre DHF, donc business, risk management, design input, etc. Donc là, lorsque j'ouvre, je vois, donc là, j'ouvre la partie risk management. Je vois donc que j'ai ce livrable-là, donc qui est là, donc c'est un document qui s'appelle donc Product Hazard Risk Management. Voilà. Donc ça, donc juste pour dire que voilà, tout ça se fait de la constitution du DHF et du DMR se font de manière vraiment automatique. Et donc, le chef de projet a une visibilité sur ça. Donc là, on voit bien que dans la sous-section Risk Management du DHF, on a un autre document qui a été livré et qui, lui, fait partie donc de la phase risque dans notre gestion de projet. Voilà. Donc, juste donc une info à rajouter. Donc, dans le PLM, donc tout ce qu'on est en train de voir, donc tous les objets qu'on est en train de voir, donc c'est des objets qui ont leur propre cycle de vie. Donc on peut les versionner. On peut donc générer différentes versions. Donc là, on voit que là, c'est highlighté. Donc c'est la génération 11 donc du projet. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on prend on peut prendre des photos, donc ce qu'on appelle des snapshots, donc des photos du projet. Et on peut donc, si j'ai envie de voir la version 11 ou la version 9
du projet, je peux aller la voir. Et bien sûr, cette version 11 ou cette version 9 du projet, elles auront leur propre version de DHF et leur propre version du DMR. Donc, le chef de projet, s'il a envie de voir l'état de son projet ou de son DHF à une certaine version, donc il aura facilement accès à ces dernières. Voilà. Donc oui, je pense que oui, c'est tout pour cette vidéo sur la partie gestion de projet DHF DMR sur Minerva. Donc vraiment, le chef de projet, il a cette visibilité sur l'avancement des tâches et voilà, et tout va automatiquement aller se mettre dans le DHF et le DMR. On n'a pas besoin d'aller faire ça manuellement, etc. Plus bien sûr les retours qualité qu'offrent les différents modules de gestion de projet dans les différents PLM. Voilà. Maintenant, donc, on va passer à la partie ingénierie des exigences. Donc là, c'est la suite à ce qu'on avait fait tout à l'heure dans la partie idéation, donc où la personne du marketing, elle a eu une idée, elle a pu la partager en tant que requirement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que tout à l'heure, lorsque on avait créé l'exigence en relation avec les roues, donc c'était une exigence à part qui existe dans le PLM. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter dans notre spécification marketing. Donc là, on est sur la 3D expérience. On est dans le module de gestion des exigences qui s'appelle TRM. Donc là, on voit qu'on a une spécification marketing qui contient différents chapitres. Et ces chapitres donc contiennent différentes exigences. Donc à gauche, on voit l'arborescence, donc le contenu de la spécification, et à droite, donc on a un preview, donc on peut voir le contenu de ces différents chapitres et de ces différentes exigences. Donc là, on a ça, les choses en bleu là, c'est les requirements, et donc en bas, c'est bien sûr leur description. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un requirement existant. Donc le requirement qu'on avait rajouté tout à l'heure, celui des roues, on va l'ajouter dans cette spécification. Donc là, ce qu'on va faire, on va sélectionner, ajouter une exigence existante. On va la chercher, elle s'appelait Easy Transportation. On voit que rapidement, donc on pourra la sélectionner et l'ajouter dans notre spécification. Et à droite, donc on retrouve bien le titre, la description, ainsi que bien sûr l'image qu'on avait prise de la visionneuse 3D. Voilà. Donc là, vraiment, on a pu récupérer l'exigence qu'a ajoutée la personne du marketing. Donc le requirement manager, il est venu, il a récupéré l'exigence qu'a rajoutée la personne du marketing et il l'a mise dans la spécification marketing. Voilà. Donc vraiment, c'est une plateforme, ils travaillent tous sur la même plateforme et ils manipulent tous les mêmes objets. Pardon. Maintenant, donc on va un peu plus approfondir. Maintenant qu'on a récupéré l'exigence de tout à l'heure, on va un peu plus approfondir la partie création de requirements. Donc là, on est toujours sur la 3D expérience. Et donc là, on a une vue, ce qu'on appelle, donc c'est la vue traçabilité. Donc là, on voit nos différents niveaux, les différents niveaux de notre projet. Donc là, on a les spécifications. Donc on a la spécification marketing, la spécification système en boîte noire. Donc c'est la partie fonctionnelle. On a la spécification fonctionnelle. Ensuite, on a les différentes fonctions de notre système. Donc, c'est ici. Et ensuite, on a la partie logique de notre système. Et au final, donc, on a la partie physique. Donc, on a vraiment cette traçabilité de bout en bout. Et on a même donc des indicateurs donc là, c'est des pourcentages. Là, par exemple, c'est 88%. Ça veut dire que la spécification système, elle couvre à 88% notre spécification marketing, etc. Voilà. Donc, je vais lancer la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? On a ouvert la spécification marketing pour voir donc ce qui est couvert et ce qui n'est pas couvert. Donc là, on voit en rouge qu'il y a un lien qui manque. Donc, c'est bien sûr l'exigence de tout à l'heure, c'est l'exigence des roues qu'on a rajoutée dans la spécification marketing qui est en rouge. Ça veut dire qu'elle n'est pas couverte par la spécification fonctionnelle. Voilà. Donc, c'est à 0%. Donc, on retourne on va dans notre spécification fonctionnelle. Donc, tout à l'heure, on était sur la spécification marketing. Maintenant, on est sur notre spécification fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer donc une nouvelle exigence. On va lui donner un titre. On va lui donner une description.
Voilà. Pardon. Donc, on vient de rajouter une exigence dans notre spécification fonctionnelle. Et là, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a vérifié est-ce qu'il y a une nouvelle version de la spécification fonctionnelle. Donc, on a rajouté, là maintenant, on vient de voir qu'on a rajouté une exigence fonctionnelle. Donc, ça veut dire qu'on a créé une nouvelle version de la spécification fonctionnelle. Et dans la vue traçabilité, on est revenu dans la vue traçabilité et on a vérifié s'il existe une nouvelle version. Et là, on voit que le module de traçabilité nous dit en orange que oui, donc il y a une nouvelle version 2. Donc il n'est pas possible de se tromper et de lier et de faire la traçabilité avec une ancienne version de ma spécification. Donc voilà, donc je lui dis OK, donc j'aimerais bien prendre en compte la nouvelle version. On voit bien qu'on l'a prise en compte, donc c'est passé en version 2. Notre spécification fonctionnelle est passée en version 2. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, puisqu'on a créé une exigence fonctionnelle, on va la lier à notre exigence marketing de tout à l'heure. Donc, un simple drag and drop, hop, directement, ça va créer un lien de traçabilité entre nos différents niveaux, donc le niveau marketing et le niveau boîte noire, donc fonctionnel. Voilà. Et là, donc, on voit que la couverture, elle est passée à 100%. Donc, ce module-là, dans la 3D expérience, il nous aide à voir ce qui est couvert et pas couvert et à créer des liens de traçabilité en drag and drop, ce qui est très, très, très pratique. Voilà. On passe à la vidéo suivante, donc qui parle de signature électronique. Donc ici, on est sur un autre PLM qui est Windchill. Et donc là, ce qu'on va avoir, on va signer une spécification d'exigence. On va voir comment se passe une signature 21 CFR par 11 sur Windchill. Donc là, on sélectionne notre spécification. Donc on va sélectionner donc les approbateurs. Donc on va se sélectionner nous-mêmes. On va dire voilà, c'est ces personnes-là qui peuvent approuver cette spécification. Donc ces personnes-là, donc là on le voit pas parce que c'est la même personne qui le fait, mais ces personnes-là vont recevoir une notification qui va leur dire voilà, vous avez un document à approuver. Donc ils vont venir ouvrir la spécification. Cette spécification, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout objet dans le PLM, il a son propre cycle de vie. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est que on est passé de là, le cycle de vie actuel de la spécification, c'est in review, donc en revue. Donc, on va recevoir une notification, on va l'ouvrir et on va la passer de en revue vers approuvé. Donc, pour la passer de en revue vers approuvé, il faudra signer. Donc, on a rajouté dans le cycle de vie, ce n'est pas obligatoire, mais on peut rajouter dans le cycle de vie d'une exigence ou d'une spécification le fait de, voilà, pour passer de en revue vers approuvé, je dois obligatoirement signer cette spécification. Voilà. Donc là, je dis que j'approuve, je dis yes. Et bien sûr, donc 21 CFR par 11, donc il va me demander donc de me loguer, donc de mettre mes identifiants. Donc je vais mettre mon login et mon mot de passe. Et donc je mets bien sûr un commentaire. Et donc, je vais approuver ma spécification, tout simplement. Et voilà, donc on retrouve bien toutes les informations qu'il faut, donc la date, la décision, le commentaire, etc. Et donc, bien sûr, le nom de la personne qui a approuvé la spécification. Voilà. Et bien sûr, on pourra sortir un rapport donc qui va donc afficher ma spécification avec un tableau des signataires par exemple et les différentes informations de la signature. Voilà. Donc ça, c'était la partie signature sur Windchill PLM. On passe ensuite à la partie gestion des risques. Donc la plupart des PLM, donc ils implémentent des procédures standards de génération des analyses de risque pour les dispositifs médicaux. Donc ces procédures sont bien sûr basées sur l'ISO 14971. Donc là, on va avoir un rapide exemple de comment ça se fait donc sur Windchill PLM. Donc la gestion des risques Windchill PLM, elle se fait directement donc à partir de la bombe. Donc on repart toujours de l'existant.
Donc, on capture la baume. Ensuite, donc, on passe dans la deuxième étape qui est donc l'identification des risques. Ensuite, on fait une analyse FMIA, donc FTA pour Fault Tree Analysis. Ensuite, on passe à la partie acceptabilité. Donc, on va générer une matrice avec les différents niveaux de risque. On passe ensuite à la partie, donc on va donc écrire les différentes mesures, les mitigations, donc les mesures de contrôle, donc pour mitiguer ces risques-là. Donc voilà. Et à la fin, bien sûr, on va faire la revue et la validation de notre analyse de risque. Parce que bien sûr, dans le PLM, donc je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, tout est un objet. Donc notre analyse de risque va être un objet et on pourra bien sûr aller donc la revoir et la valider et la signer et sortir des rapports dessus, etc. Donc voilà, on aura un dashboard et dans le dashboard, il y aura on peut avoir des KPI par rapport au risque. On peut avoir donc il va nous générer automatiquement des matrices, etc. Donc voilà, c'est vraiment différent de lorsqu'on fait notre analyse de risque sur Excel avec des champs calculés à mettre à jour manuellement, etc. Voilà. On passe ensuite à la partie traçabilité. Donc là, sur la 3D expérience. Donc on va voir donc comment est-ce que le PLM nous permet d'avoir une traçabilité de bout en bout. Donc vraiment de la partie donc besoin jusqu'à la partie physique ou jusqu'à la partie physique. Là, je lance la vidéo. Donc, on est toujours sur le module de traçabilité. Donc là, on va voir les différents niveaux. Donc là, on vient de voir le niveau exigence. On peut aussi donc voir le niveau fonctionnel avec donc les différentes fonctions donc qui contiennent des sous-fonctions, etc. On peut voir donc aussi dans cette partie traçabilité qu'on peut aussi non seulement on a accès à des objets internes au PLM, donc c'est des objets qu'on a créés grâce au PLM, donc les spécifications, les fonctions, etc. Mais aussi donc des objets qu'on a créés grâce à des objets qu'on a créés grâce à des outils externes. Donc là, c'est quoi? C'est des modèles qu'on a créés grâce à Cameo System Modeler. Donc c'est des modèles, c'est de l'MBSU. Là, on va avoir des diagrammes d'activité, etc. On peut donc bien sûr mettre des commentaires sur ces diagrammes d'activité. On peut faire des revues, etc. Là, on voit le niveau logique. Donc avec on peut donc ces différents niveaux logiques, etc. Et bien sûr, donc tous les objets qu'on est en train de montrer maintenant sont liés entre eux. Donc il y a une certaine traçabilité entre le niveau fonctionnel, le niveau logique et le niveau physique. Donc là toujours, voilà, c'est un diagramme de bloc 6ML. Ensuite, on passe à la partie produit. Donc voilà, ça c'est, on a nos différents produits et donc on peut aller encore plus loin. On peut aussi lier des rapports. Là, par exemple, c'est un rapport de simulation qui est lié à une certaine pièce de mon ventilateur. Donc voilà. Donc vraiment, c'est vraiment une traçabilité de bout en bout, donc des requirements jusqu'au produit et même jusqu'au rapport de simulation. Donc Cyril, Voilà. Cyril va nous présenter la partie ingénierie de production. Voilà, je vais reprendre le contrôle du partage. Voilà. Ici. Voilà, tu es présentateur. Oui. Montrer mon écran et normalement c'est bon. Perdu. Voilà. Donc c'est la bonne slide? Oui. Ok, c'est bon, nickel. Donc pour faire suite aussi avec la partie d'Ania, donc ce qui est bien avec une traçabilité de bout en bout, c'est qu'on peut faire après des analyses d'impact par-dessus pour mieux voir les modifications qui doivent être apportées. Donc là, je vais vous présenter une vidéo qui concerne l'ingénierie de production, donc avec la partie de transition donc de la IBOM vers la MBOM, donc la nomenclature d'ingénierie vers la nomenclature de production avant de passer dans un système de production. Donc la nomenclature de gauche, c'est la nomenclature d'ingénierie, donc ça correspond aux produits qui étaient définis par les ingénieurs.
Et donc, la nomenclature à droite, donc la nomenclature de Embaum, c'est la nomenclature qui est produite par les équipes de production. Et donc, on vient tout simplement, par exemple, dans le cadre de Windshield, avec les pièces dans l'arbre à gauche, les glisser-déposer dans l'arbre à droite, donc de manière, on va dire, manufacturière, en les regroupant dans des sous-assemblages logiques pour recréer donc la nouvelle nomenclature. Donc l'avantage d'utiliser ce genre d'outils, c'est que déjà on a l'aspect graphique qui permet de composer la nomenclature et qu'en plus on peut donc avoir accès aux quantités des pièces qui seront consommées, utilisées, achetées, fabriquées, enfin tous ces différents aspects qui sont utiles à la fabrication. De même, alors donc là c'est pas forcément quelque chose qu'on a prévu de montrer lors de ce webinaire, mais il est également possible de récupérer cette nomenclature de production pour l'exporter ou mettre à jour dans un ERP. Voilà. Donc ensuite on va passer au workflow et au change management. Donc Attends, j'avais peut-être ouais, un sondage avant sur le lien IBOM-MBOM. Voilà, si vous voulez répondre, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de sondage. Voilà, si tout le monde pouvait voter pour récupérer un petit peu de... Voilà, c'est encore quelques secondes. Parce que évidemment, l'objectif, c'est d'avoir la traçabilité aussi, hein. De ne pas perdre ce lien de traçabilité entre la R&D, je dirais, et la production à des fins d'investigation, hein, mais pas forcément que d'ailleurs. Très bien. Donc on va fermer le sondage et partager le résultat. Voilà, donc ce lien IBOM-MBOM, hein, voilà, c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez nettement, majoritairement manuel. Donc il y a inévitablement une source de progrès et d'efficacité sur ce sujet-là. Comme sans doute sur le sujet suivant, hein, peut-être enchaîner directement, sur la gestion des changements. Si vous pouvez répondre au sondage, est-ce que c'est plutôt, est-ce qu'aujourd'hui il est plutôt basé sur des formulaires ou sur des outils ou sur des... Voilà, bon, donc vous voyez, on a quand même une marge de progrès assez importante sur la gestion des changements. Alors, je vais partager un peu les résultats. Voilà. Sur le papier, oui, on a quand même 38%. Hein. Puis après, il faudrait voir si, pour le reste, comment interpréter les 63. Mais je vais relaisser la main à Cyril. Ok, donc on va passer justement au workflow et au change. Enfin, et aussi une partie un peu cycle de vie. Donc, je vais vous présenter comment ça se passe un peu dans les différents PLM, parce qu'il y a globalement, les concepts clés sont les mêmes, mais il y a des petites spécificités techniques qui sont un peu différentes. Et donc, du point de vue 3D expérience, donc il y a le cycle de vie qui est, on va dire, classique par défaut dans la plateforme, avec différentes étapes qui permettent de changer les états. Et donc, ces étapes vont déclencher des workflows. Donc, par exemple, si je me place dans le cadre d'un ingénieur conception, si aujourd'hui mon travail est en in-work et je veux le passer directement en release, voilà, donc je vais cliquer sur l'événement de la route qui va déclencher différentes tâches qui vont être assignées aux différents collaborateurs. Et donc cette tâche, une fois qu'elle va être remplie, donc elle va servir de tâche d'approbation dans le workflow pour permettre de passer de l'état in-work à l'état release. Donc auparavant, par exemple, il y a eu le requirement manager qui a dû valider la première étape, puis après c'est le chef de projet qui approuve que cette modification soit pertinente, et au final ça arrive à l'ingénieur conception qui doit par exemple vérifier, valider,
ou service marketing, etc. Enfin, les workflows sont personnalisables et ce qui est très intéressant dans ce genre de plateforme. D'un point de vue Windchill, par exemple, pour cette personnalisation, justement, on vient définir les différents états qu'on souhaite mettre dans le cycle de vie. Et à l'aide d'une matrice, on vient définir les étapes qui peuvent être enclenchées à partir de ce workflow. Donc voilà, si je reprends, donc voilà, si on veut faire vraiment le workflow du produit complet de A à Z, du début de la création, du début du projet jusqu'à sa destruction, on peut atteindre des choses très complexes de ce genre. Et donc, pour en revenir donc au change, donc le change au final, c'est quoi? C'est un workflow particulier qui permet de gérer les modifications sur notre produit, documents et autres. Et donc dans Minerva, donc si on reprend l'exemple d'un OCO, donc un Engineering Change Order, donc il a un workflow particulier. Donc généralement ces workflows sont basés sur la norme Change Management 2 et tous les PLM le font plutôt bien. Donc pour résumer la solution la solution PLM ou les solutions PLM, donc on passe plutôt, on va dire, d'un environnement où on a différents outils en standalone ou parfois avec quelques connexions les uns les autres, vers une solution qui est vraiment centralisée autour d'une seule base de données et auquel tous les contributeurs vont collaborer. Et donc, ça permet de se focaliser notamment sur le développement du produit en améliorant, en améliorant la qualité via des réductions de délai et des réductions de coûts. De dématérialiser les processus papier, notamment les workflows et le change management, le système de tâches qui peut être déporté sur le PLM, la signature électronique et la gestion des livrables. Ça nous permet d'avoir des analyses, notamment la génération de rapports et d'avoir accès aux indicateurs de performance du produit. On a accès aussi à la traçabilité de bout en bout, donc qui est quelque chose de très important, donc avec des liens qui permettent de naviguer entre les différents objets, mais également avec un PLM, on l'a pas forcément montré aujourd'hui, mais il y a les audit trails qui mettent en avant toutes les opérations qui ont été effectuées sur le produit. On va ensuite passer à l'offre de service qui est proposée par ADN. Donc, pour l'accompagnement PLM, c'est une prestation qu'on a déjà fournie pour un autre client. Et donc, généralement, on commence avec une phase de recueil du besoin où on vient définir un cahier des charges. Ensuite, on passe à la modélisation des processus métiers, donc qui se fait avec une modélisation BPMN du processus en tel quel, donc ASIS. Ensuite, on définit des scénarios de POC, donc de Proof of Concept, donc pour montrer la pertinence donc des différents PLM, donc en fonction des besoins métiers. Et donc, on fournit des documents de scénarios aux différents intégrateurs qu'on vient auditer. Ensuite, on procède à l'évaluation, donc sous forme de projet où on vient évaluer chaque fournisseur de PLM. Et ensuite, on fournit des rapports de comparaison des différentes solutions proposées par les intégrateurs. Donc voilà, on arrive à la fin de... On peut rester sur le dernier slide, l'avant-dernier slide, s'il te plaît, Cyril. Donc la valeur ajoutée d'ADN et de la part de son historique, voilà, c'est d'être en mesure de faire un peu la part des choses entre ce que proposent les éditeurs ou leurs partenaires et la réalité. On sait très bien que, effectivement, en fonction de tel ou tel éditeur, le projet prendra plus ou moins de temps, les approches en termes de gestion de projet vont être différentes. Il y en a qui vont être en mode agile, d'autres qui vont rester en mode plus traditionnel, je dirais cycle en V.
inévitablement, on va se poser la question de l'hébergement de la solution. Est-ce que ça va être cloud? Est-ce que ça va être cloud? Quelle est la durée du projet? Quel est le niveau de maturité des processus? Voilà, il y a en fait beaucoup de questions sur lesquelles en fait un certain nombre de clients aujourd'hui sont pas forcément en mesure de répondre d'une manière, je dirais, un peu organisée, ou en tout cas en mesure d'étayer leurs arguments. Et c'est voilà, le positionnement d'ADN aujourd'hui. Donc ça s'adresse inévitablement, tel que là on peut le voir, à des gens qui voudraient se lancer dans le PLM, parce que ben voilà, c'est une transformation digitale qui est probablement inévitable, parce que quand on voit ce qui va se passer avec UDI, les liens avec l'ERP, la traçabilité, bon voilà, cette continuité numérique, elle fait vraiment sens. Mais il y a également aussi toute une tranche de clients qui sont déjà équipés de PLM. Hein. C'est vrai qu'on a pas mal de clients qui sont sur Windshield, mais qui veulent faire évoluer leur utilisation de Windshield dans le dispositif médical, en raccordant, je dirais, la gestion des exigences, en raccordant la qualité, le réglementaire, hein, à l'occasion d'une montée de version de leur PLM. Voilà. On a des clients également qui ont des problématiques d'intégration, qui décident, eux, de mettre leur gestion d'exigence avec d'autres outils. Hein. Donc là, eux, ils votent pas, entre guillemets, sur tout PLM. Donc c'est un peu le métier d'ADN de supporter les clients dans ces analyses d'un point de vue architecture, dans ces roadmaps de transformation, dans lesquels la dimension réglementaire, notamment validation, compréhension des exigences réglementaires, que ce soit le Part 820, que ce soit 13485, voilà, sont quand même des éléments clés, parce que l'expérience montre qu'au sein des entreprises de dispositifs médicaux, il y a parfois un certain nombre d'incohérences qui se sont installées au fil du temps, et qu'un œil externe est quand même très utile pour voilà, remettre un petit peu en question sereinement ce qui avait été, ce qui est aujourd'hui établi. Et puis finalement, quand on réfléchit un petit peu, on se dit, bah oui, ok, on faisait comme ça, mais finalement, on pourrait faire, je dirais, plus simplement. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment la dimension, je dirais, conseil et assistance à maîtrise d'ouvrage que prend aujourd'hui ADN. Donc, on n'a pas eu beaucoup de questions. C'est peut-être le moment de poser vos questions. S'il y a des questions, là, n'hésitez pas. Et à ce moment-là, on va essayer d'y répondre.